Les États-Unis sont endettés à hauteur de 36 000 milliards de dollars et projettent encore d'augmenter le plafond de cette dette. Vous avez dû le voir ces derniers temps, les choses bougent et la première puissance économique mondiale commence à montrer des signes de faiblesse. Trump joue contre la montre ici et il le sait. L'ordre géopolitique se redessine, l'échiquier mondial bouge et notre écosystème se fait balancer dans tous les sens. Et pas que d'ailleurs, on parle aussi de krach boursier sur la finance traditionnelle. On discute aussi beaucoup des tarifs douaniers, des taux, mais il y a un truc dont on oublie un peu de parler, c'est la dette justement. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à tout ça et plonger un peu plus en profondeur dans les rouages de la plus grosse machinerie économique mondiale. Et surtout, on va voir pourquoi notre écosystème, aussi petit soit-il, pourrait bien tirer son épingle du jeu. La dette publique américaine a atteint aujourd'hui un niveau sans précédent dans l'histoire des États-Unis. En 2025, elle s'élève à plus de 36 000 milliards de dollars, ce qui représente plus de 120% du produit intérieur brut du pays. Ce chiffre, déjà impressionnant en soi, ne cesse d'augmenter. Il reflète une trajectoire entamée depuis plusieurs décennies, marquée par une accumulation de déficits budgétaires année après année, mais aussi par des chocs économiques et des tensions géopolitiques majeures. Je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que vous le savez déjà autant que moi. L'après 2008, la crise du Covid, l'inflation, les tensions avec la Russie, bref, il y a de quoi faire. Chaque année, le gouvernement américain dépense beaucoup plus qu'il ne collecte en impôts et en taxes. Le déficit budgétaire s'établit aux environs des 1700 milliards de dollars, soit plus de 6% du PIB. Cette tendance n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus problématique à mesure que la charge de la dette augmente elle aussi. C'est l'un des points les plus critiques aujourd'hui en réalité, le service de la dette, c'est-à-dire le montant des intérêts que les États-Unis doivent verser chaque année pour simplement maintenir cette dette. Ce financement de la dette a littéralement explosé ces dernières années. Sous l'administration Biden, le gouvernement américain a dû payer beaucoup plus cher pour emprunter de l'argent. Au début de son mandat, quand il voulait emprunter sur 10 ans, il payait environ 1,1% d'intérêt. Mais ce taux est monté jusqu'à 5%. C'est ça qu'on appelle le yield, mais cette fois-ci, on le regarde du côté de l'État. Les bons du trésor, c'est de l'argent prêté à l'État en l'échange d'intérêts. Par conséquent, quand le 10 ans US grimpe en flèche, le gouvernement américain se retrouve avec des emprunts qui coûtent bien plus cher. Et donc ça creuse encore le trou de la dette. C'est comme si avant, pour chaque tranche de 100 $ empruntés, l'État payait 1,70 $ en intérêt par an et qu'aujourd'hui, il en payait 3,40. Et vu que la dette totale, elle est énorme, bah même un petit changement des taux coûte très cher. Donc au lieu de payer 352 milliards de dollars d'intérêt par an, l'État doit maintenant payer 881 milliards. Ça fait presque 3 fois le budget de la défense, entre autres. Le poids de cette dette dans les finances publiques est colossal. Les nouveaux emprunts du gouvernement américain sont beaucoup plus coûteux et en prime, une partie de la dette existante arrive à échéance à court terme et elle va devoir être refinancée à des taux plus élevés. Résultat, la charge d'intérêt s'emballe. D'après les projections du Congressional Budget Office, elle pourrait dépasser les 950 milliards de dollars d'ici 2025, puis franchir le seuil des 1000 milliards l'année prochaine. À long terme, si les taux restent élevés et que le gouvernement continue d'emprunter massivement, bah c'est la sauce. Pour la première puissance économique mondiale, mettre quasi 5% de son PIB dans un poste de dépenses budgétaires qui ne finance aucun service public ni ne produit aucune richesse, ça commence à devenir assez compliqué. Parce que c'est ça la réalité de la dette, cette dynamique soulève vraiment la question de la soutenabilité, autrement dit jusqu'à quel point les États-Unis peuvent-ils continuer à s'endetter sans provoquer de déséquilibre majeur. Et je vous le disais, un des problèmes les plus urgents auxquels le gouvernement américain est confronté aujourd'hui, c'est la question du refinancement de cette dette. Une très grande partie de la dette publique américaine n'est pas empruntée sur le long terme, mais sur des périodes relativement courtes, souvent de quelques mois à quelques années. Cela signifie que le Trésor doit régulièrement emprunter à nouveau pour rembourser ses anciennes dettes. D'ici 2026, c'est plus de 9 000 milliards de dollars qui vont devoir être refinancés. Et forcément, ces dettes en question, elles ont été contractées à des taux d'intérêt bien plus bas, alors il y a un moment où ça risque de coincer. Le refinancement de la dette américaine s'annonce comme un défi majeur pour l'administration en place, à un moment où les tensions économiques et géopolitiques exacerbent déjà la volatilité des marchés. L'État américain doit emprunter à nouveau pour rembourser ses anciennes dettes. Jusqu'ici, ce genre d'opération se faisait dans des conditions plutôt favorables, avec des taux d'intérêt bas et une forte demande, mais c'est plus le cas. On est dans une situation presque inédite où le krach obligataire est en partie auto-infligé. Ce sont les choix politiques, notamment les tensions commerciales initiées par les États-Unis, qui alimentent la panique sur les marchés, et non un événement exogène comme une crise sanitaire ou un effondrement bancaire par exemple. Attendez, je m'explique. Je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, Trump a tenté d'initier une guerre commerciale avec le monde entier, et vous l'avez sûrement vu passer, il a rétropédalé au moins en partie. Si vous vous demandez pourquoi, la réponse, entre autres, c'est le marché obligataire justement. Il l'avait pas bien vu venir, mais son move a provoqué une hausse fulgurante des taux des obligations. Rien que le 10 ans US a pris quasiment 20% dans la semaine qui a suivi les annonces. Cette montée est alimentée par toute l'incertitude autour du désengagement de certains gros détenteurs d'obligations américaines, notamment la Chine.
Oui, parce que si vous ne le saviez pas, la Chine détient encore plus de 700 milliards de dollars de dette américaine sous forme d'obligations. Forcément, ça pèse dans la balance. Une vente massive ferait chuter leur valeur et donc provoquerait une hausse automatique des taux d'intérêt. Pourquoi, vous me direz? Ça a l'air contre-intuitif dit comme ça, mais en fait, c'est plutôt simple à comprendre. Si on a des ventes massives d'obligations, comme pour tout autre marché, plus il y a d'offres, plus le prix baisse. Jusque-là, vous me suivez? Et bien, quand le prix de l'obligation diminue, son taux d'intérêt, lui, il augmente. Une obligation, c'est un peu comme un contrat avec un paiement fixe. Disons par exemple 50 dollars d'intérêt par an. Si l'obligation est achetée 1000 dollars, ça fait 5% de rendement. Mais si le prix chute à 800 dollars, le rendement, lui, il est toujours à 50 dollars. Sauf que maintenant, ça fait 6,25% d'intérêt. Donc moins c'est cher à l'achat, plus le taux grimpe. Donc comme je vous disais, une vente massive ferait chuter leur valeur, ce qui provoquerait une hausse automatique des taux d'intérêt. Rien que l'anticipation de ce genre de mouvement suffit à tendre le marché. Pour certains analystes, c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières semaines. Parce que cette hausse des taux, on sait pas trop si c'est la Chine qui a vendu des obligations, un peu pour dire à tout le monde « Eh, regardez, on a une arme redoutable pour faire vaciller Trump », ou bien si c'est juste une conséquence de l'incertitude dont je vous parlais tout à l'heure. Si Pékin se décidait à vendre massivement ses obligations américaines, ça ferait vraiment chuter leur valeur et ça serait un sacré coup dur pour Washington. Le financement de la dette, entre autres, deviendrait bien plus coûteux. Après, c'est du double tranchant et c'est sans doute pour ça qu'ils y vont avec prudence aussi. Une dévaluation des obligations US, ça met aussi à mal la trésorerie de la Chine. Alors leur marge de manœuvre n'est pas non plus absolue. En prime, le Japon pèse aussi dans la balance. C'est les plus gros détenteurs d'obligations américaines. Alors là aussi, il faut faire gaffe. En tout cas, ce genre d'événement sur l'un des marchés les plus stables et liquides du monde, ça pose question. Avant de continuer, laissez-moi résumer ça en quelques mots. La dette américaine, elle commence à être de plus en plus difficile à financer. Le marché obligataire commence à craquer et l'administration Trump n'a pas toute la vie devant elle. Évidemment, c'est un tableau assez simpliste de la situation parce que vous vous en doutez, j'ai pas le temps de tout développer dans une seule vidéo. Ok, donc ils doivent faire en sorte que les taux d'intérêt diminuent ou au moins éviter que ça skyrocket. Ça d'accord. C'est en partie pour ça que Trump a un peu reculé à la seconde où les taux des obligations ont grimpé. Et j'ai dit qu'il jouait contre la montre, vous vous souvenez? La raison, c'est que quoi qu'il arrive, ils vont bientôt devoir rehausser le plafond de la dette. Ce plafond bloque la capacité des États-Unis à emprunter davantage. Or, pour fonctionner, le gouvernement doit émettre des obligations. Si les taux montent fortement avant qu'ils ne puissent le faire, emprunter deviendra bien plus cher. Cela aggrave la situation budgétaire et augmente le risque de défaut, ce qui pourrait déclencher une crise de confiance sur les marchés. Pour certains, ce défaut de la dette pourrait arriver d'ici août si rien n'est fait. Forcément, ça ne laisse pas beaucoup de temps. Bon, et l'écosystème crypto dans tout ça alors? L'impact de la crise de la dette américaine ne s'arrête pas au marché traditionnel. Ça touche aussi l'écosystème crypto, forcément. Les grandes dynamiques monétaires, genre les taux d'intérêt, la liquidité et tout ça, ça a une influence directe sur la quantité d'argent qui rentre sur notre marché. Aujourd'hui, Bitcoin et le Nasdaq évoluent encore de manière assez corrélée. Mais faut l'avouer, on commence à observer des signes de résilience et de décorrélation. Bitcoin, qui reste aux alentours de 80 000 $ alors que les marchés technologiques se vident de plus d'une dizaine de pourcents, c'est assez unique. C'est qu'une remarque pour le moment, peut-être même une anomalie, mais c'est assez important pour être souligné. Après, il faut bien se dire que Bitcoin, avec l'arrivée des institutionnels, il a pas mal évolué mine de rien. Aujourd'hui, c'est à la fois une valeur technologique et à la fois un rempart contre les fondements teintés d'idéaux cypherpunk. Ça dépend un peu comment on le prend. Le truc, c'est qu'on a ouvert la porte aux gros poissons en costard-cravate de Wall Street. Ceux-là même qui considèrent encore BTC comme une valeur technologique justement. Et donc à voir comment le marché et les investisseurs vont se positionner dans le futur. Le début de décorrélation pourrait signaler que certains investisseurs commencent à voir en lui un actif refuge alternatif. Et dans un contexte de dette incontrôlée, de taux élevés, voire d'un possible retour à des politiques monétaires plus accommodantes, ce positionnement devient pertinent. Avant la tempête, BTC pourrait bien être le parapluie de la finance mondiale. Après tout, l'invention de Satoshi Nakamoto a vu le jour dans le tumulte de la crise financière de 2008, et depuis, il s'est jamais frotté à une crise mondiale. Alors peut-être que son heure est venue, et qu'on va bientôt pouvoir observer son comportement en direct live face à une véritable crise. Bon, je vais pas sauter une crise non plus, et surtout, on va pas passer 3 heures là-dessus. C'est l'objectif de Bitcoin, servir de hedge au cas où le système venait à s'enrayer. Pour l'écosystème crypto dans sa globalité, force est de constater que l'appétit du risque ne revient pas, pour le moment. Mais du côté des stablecoins, par contre, il y a un truc vraiment très intéressant qui se profile. La Fed a annoncé récemment qu'elle allait réduire le QT, justement à cause, entre autres, de toutes ces histoires de dette que je vous ai expliquées tout à l'heure. Petit rappel sur ça, le QT, c'est la politique monétaire que mène la Fed depuis 2022 et qui consiste à contracter les liquidités dans l'économie. En gros, elle réduit son bilan, et ça a pour effet de refroidir l'économie. Je vulgarise, mais un effet parallèle de ça, c'est que les banques se retrouvent avec bien moins de liquidités. Et pourtant, il va bien falloir quelqu'un pour acheter la dette américaine. La Fed s'apprête probablement à le refaire, car ils vont bien devoir soutenir l'économie à un moment ou à un autre. Mais ils ne peuvent pas non plus y aller trop brusquement. Acheter en masse des obligations d'un coup pour sauver la dette américaine, ça serait perçu comme un soulagement à court terme, mais un aveu de faiblesse à moyen et à long terme. Le dollar pourrait en pâtir, et ça dirait au monde entier, regardez, plus personne n'en veut de la dette
dette américaine. Je résume, hein, mais voilà les risques, en gros. Quel rapport avec les stablecoins, vous me direz? Bah, vous l'avez compris, à ce stade, il va falloir du monde pour acheter la nouvelle dette des États-Unis. Les stablecoins, que ce soit Tether ou Circle, pour ne citer que les principaux, bah c'est des gros acheteurs d'obligations d'État américaines justement. Concrètement, Tether a acheté pour 33,1 milliards de dollars de bons du trésor américain sur l'année. C'est tellement énorme que ça place l'entreprise au 7e rang mondial devant des pays comme le Canada, le Mexique ou l'Allemagne. Alors même que des géants comme la Chine et le Japon, eux, ils ont vendu une partie de leurs obligations américaines. Ce chiffre met en lumière un phénomène de plus en plus clair. Les stablecoins deviennent un acteur central du financement de la dette américaine. Chaque fois que des gens achètent des USDT, Tether doit garantir cette valeur en stockant l'équivalent en actifs sûrs. Et une grande partie de ces réserves est placée dans des bons du trésor. Donc plus le marché des stablecoins grandit, plus ils deviennent une source de demande fiable pour la dette US. Et aussi, c'est des acheteurs discrets, en quelque sorte. Pas de Jérôme Powell qui fait tourner la planche à billets et qui pourrait décrédibiliser la dette US à l'international. Non, ici c'est du concret. Et croyez-moi, le gouvernement américain, il est très au courant de ça. Au fond, Tether et Circle, aujourd'hui, c'est un peu plus que des stablecoins. Ce sont des piliers silencieux du marché de la dette américaine, à un moment où les acheteurs traditionnels se font plus discrets. Les stablecoins deviennent aussi des instruments à la fois monétaires, géopolitiques et financiers, qui pourraient jouer un rôle de plus en plus central dans la stabilité du système. Et niveau régulation, on pourrait supposer que ça donne de la crédibilité à l'écosystème crypto, et que ça légitimise le secteur encore davantage. Plus que jamais, les dirigeants de la Maison-Blanche n'ont vraiment aucune raison de taper sur l'industrie. Et voilà où on en est. La bulle de la dette qui gonfle, un marché obligataire qui est au bord du craquage et des acheteurs historiques qui se défilent. Au milieu de tout ça, on se rend compte que l'écosystème crypto, longtemps considéré comme marginal, commence à montrer de vraies forces pour ceux qui savent bien l'utiliser. Les stablecoins pourraient devenir de véritables éponges à dette. Ce ne sont plus juste des outils de trading, mais des rouages de la machinerie économique américaine. Et ça, c'est un basculement historique. Dans ce contexte, Bitcoin aussi commence à prendre une place différente. Plus qu'un actif spéculatif, il devient un point de repère, une alternative crédible face à une horloge monétaire qui commence à se fatiguer. On n'y est pas encore, mais les lignes bougent lentement, silencieusement, stratégiquement. Alors oui, l'écosystème crypto est encore jeune, encore fragile, encore volatile, mais c'est justement dans ce genre de moment, quand le système traditionnel vacille, que les alternatives émergent. En tout cas, c'est précisément pour ça que Bitcoin a vu le jour. Si la dette américaine devient réellement un problème systémique, ce seront peut-être pas les banques qui nous sauveront la mise cette fois-ci. Enfin bon, c'est de la spéculation et évidemment, il va falloir surveiller tout ça de près. Et justement, vous pouvez le faire avec nous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème en direct live et ça fait vraiment gagner énormément de temps. Rejoignez-nous et ne ratez plus aucune info, je vous mets le lien en description. Pensez à laisser un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir votre avis. Pour vous, comment notre écosystème va-t-il se conduire en cas de crise de la dette des États-Unis? Et si vous avez des idées pour de prochains sujets pareils, n'hésitez pas. D'ici là, on se dit à la prochaine, bye.